Accès aux services de télécommunication. Un projet vient d'être lancé par le chef du gouvernement. Il permettra de relier les régions administratives, les collectivités et le ministère de l'administration territoriale par le biais des réseaux de télécommunication. Le projet est piloté par l'AGEFO. Sciences physiques, développement durable, paix et sécurité, c'est le thème du 5e congrès de la Société ouest-africaine de physique. Près de 200 professeurs de physique de 7 nationalités sont réunis à Bamako pour l'occasion. Un hôtel 5 étoiles pour booster la performance des aigles. L'infrastructure vient d'être inaugurée. Elle est entièrement financée sur budget national et répond à toutes les commodités. Abdul Karim Kaba nous en dira plus dans ce journal. Le drapeau national flotte dans la cour du gouvernorat de Kidal. Fraîchement installé, le gouverneur de la 8e région, le général de division El Hadj Agamou, a initié cette cérémonie de montée des couleurs, un acte de patriotisme et de citoyenneté. Les infections, l'automédication, l'hypertension et le diabète sont entre autres facteurs de l'insuffisance rénale aiguë et chronique. La prise en charge à temps de la première forme de la maladie peut éviter l'insuffisance rénale chronique qui demande la dialyse. C'est le sujet de la chronique santé. Très heureuse de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue dans la grande édition. Je le disais dans le sommaire, les collectivités territoriales seront bientôt connectées à un réseau de télécommunications. Le projet est piloté par l'AGEFO. Il vient d'être lancé par le Premier ministre. Les précisions de Alousséni Touré. Le projet en question est piloté par l'Agence de gestion des fonds universels. L'agence elle-même est financée par les redevances des opérateurs de télécommunications. Elle vise à mettre à la disposition des zones non couvertes par les opérateurs de télécommunications une connexion sécurisée. Le réseau que nous lançons aujourd'hui est un réseau administratif de commandement des collectivités avec une option d'ouverture au réseau public des opérateurs de télécommunications. Il permettra une administration efficace du territoire à travers des échanges téléphoniques et des données textes et vidéos entre l'exécutif central, c'est-à-dire les ministères de l'administration territoriale et de la décentralisation, et les exécutifs régionaux, les gouverneurs, les préfets, sous-préfets et leurs populations. À terme, le projet va interconnecter un réseau sécurisé 20 gouvernorats et les ministères de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il pourrait être envisagé plus tard une extension de ces réseaux aux préfectures et sous-préfectures pour arriver à doter l'administration du territoire d'un réseau de communication autonome et sécurisé. Le commandement, autrement dit, l'administration du territoire gagnerait beaucoup à profiter de l'avantage qu'offrent les technologies de l'information et de la communication, notamment dans le maillage du territoire. Les technologies de l'information et de la communication sont les outils qui créent les ponts indispensables entre les services pour garantir un développement inclusif et durable. C'est dans cette dynamique et à la demande du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation que l'AGEFO a inscrit dans son programme d'activité le désenclavement des collectivités territoriales en matière d'accès aux services de télécommunication. Et cela dans le cadre du développement des services et du renforcement de l'accès universel aux télécommunications et aux TIC. En garantissant l'accès de nos administrations aux services des TIC en temps réel, nous contribuons à la planification et à la mise en œuvre efficace des actions de développement. Le Premier ministre, qui assure la fonction de président du conseil d'administration de l'AGEFO, connaît bien le sujet. Il rassure de l'utilisation efficace et efficiente des fonds de l'AGEFO et un bon ciblage des actions prioritaires. L'événement auquel nous assistons aujourd'hui rend dans le cadre de la mise en place d'infrastructures de télécommunications privées au niveau des différentes représentations de l'État à travers le pays afin d'améliorer les conditions de travail des représentants de l'État et de faciliter le retour progressif de l'administration. Les gouverneurs et les représentants de l'administration sont nos vrais représentants et je suis fier aujourd'hui d'être au sein d'une équipe qui va travailler, Inch'Allah. Et monsieur le ministre de l'administration, vous n'en doutez même pas, vous prêchez déjà à un convaincu. Vos désirs, tant que l'AMRT pas les moyens, nous allons les faire.
Parce que notre souci, c'est qu'à terme, tous les matins, le ministre de l'administration puisse parler à tous les gouverneurs, qu'ils puissent parler entre eux, qu'ils puissent parler à tous les préfets, qu'ils puissent parler à tous les sous-préfets, à tous les maires. Ainsi, après le monde scolaire qui s'est vu doté de centres d'accès universel, ce sont les administrateurs qui profitent du projet de mise en place d'un réseau d'accès aux services de télécommunications. Demain, ce sera certainement le monde paysan qui connaîtra cet avantage technologique. L'hôtel des Aigles du Mali, logé au centre pour sportifs d'élite Ousmane Traoré, a été inauguré cet après-midi. L'infrastructure entièrement financée sur budget national répond à toutes les commodités. L'hôtel 5 étoiles des Aigles, c'est pour booster la performance des équipes. Compte rendu Abdul Karim Kaba. 25 chambres, un restaurant, une piscine, une salle de musculation, des salles multifonctionnelles pour le basketball, le handball, le tennis et le volleyball, des terrains de football avec gazon naturel et synthétique. Bref, un hôtel 5 étoiles pour les Aigles du Mali. C'est le cadeau de fin d'année offert par les autorités de la transition aux sportifs du Mali. L'État vient de faire de son mieux, malgré un contexte de rareté, de tension de trésorerie. Nous sommes dans une situation un peu irréalisante, nous le savons, mais nous avons quand même, nos plus hautes autorités ont décidé de mettre les ressources que nous avons dans l'amélioration de la qualité de la préparation de nos sportifs. Donc maintenant, je suis également sûr qu'ils sont convaincus de cet effort louable de nos plus hautes autorités. Et je suis convaincu qu'ils feront tout pour ramener dans notre pays en tout cas toutes les coupes. Je pense que l'échéance la plus proche pour nous, c'est la CAN de l'année prochaine. Et on peut être sûr que l'infrastructure que nous venons de voir ici, s'il plaît à Dieu, le Mali remportera cette CAN. Le chef de l'État lui-même, amateur de sport, grand sportif et premier supporter des Aigles du Mali, également convaincu que nos Aigles remporteront cette coupe. Dans l'endroit du management du centre, je le rappelle, l'État a fait beaucoup d'efforts. C'est vraiment de prendre soin de toutes ces infrastructures. En tout cas, ce que je viens de voir, je suis déjà très optimiste par rapport à la fois l'abnégation et l'engagement du ministre de la Jeunesse et des Sports, mais également la détermination du directeur du centre. Répondant à toutes les commodités ultramodernes, l'hôtel des Aigles est entièrement financé sur le budget national. Il offre un cadre idéal de préparation pour les équipes. J'avoue que nous avons été agréablement surpris, à la fois par la qualité des infrastructures que nous venons de voir ici, et l'autre surprise, qui est également un motif de fierté, ces infrastructures ont été réalisées sur fonds propres, entièrement sur le budget national. Ça montre à quel point nos plus hautes autorités, au premier chef, le président de la transition lui-même, est attaché à tous les aspects du développement socio-économique de notre pays. C'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes là à Kabala, nous parlons du sport, et nous savons tous également, lui également, en tant qu'élément des forces spéciales, que le secret de toute victoire réside dans la qualité de la préparation. Je pense qu'aujourd'hui, ce que nous venons de voir ici, nous pouvons être sûrs et certains que toutes les équipes nationales du Mali, que ce soit le football, le basketball, bien entendu d'autres sports, feront de leur mieux pour nous amener très très haut, en tout cas en termes de compétition, et faire rayonner l'image et le nom du Mali. En construisant cet hôtel, aucun détail n'a été oublié. Ce centre de référence, c'est pour booster la performance des sportifs. Toutes les équipes nationales sont habilitées à venir ici. Venir ici pour s'entraîner, venir ici pour apprendre, se reposer, être dans un environnement paisible pour pouvoir se préparer pour les échéances à venir. Donc vraiment nous sommes très heureux déjà aujourd'hui que le ministre d'État soit là au nom du président de la transition. Et cela démontre encore plus que les plus hautes autorités ont énormément d'attaches par rapport au sport, à la qualité du sport et aux résultats que nous souhaiterons avoir. Je pense que les joueurs ont demandé d'être dans des conditions idéales pour pouvoir se préparer. Et un environnement comme ça, je crois que c'est
tout le monde le voit, c'est vraiment un environnement extraordinaire pour nos équipes nationales. Le reste du domaine de l'État qui s'étend jusqu'au fleuve a été aussi visité. Cet espace fait l'objet d'une agression foncière. Toutes choses qui ont été dénoncées. Pour mieux sécuriser le reste de l'espace, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, propose un mur de clôture. Les avocats, les magistrats, les greffiers et les officiers de police judiciaire renforcent leur capacité sur les droits de la défense et l'accès de l'avocat au dossier de la procédure pénale. D'éminents experts partagent leurs expériences en la matière. Le compte-rendu de Aridjou Matina et Tchidje Kamara. La grande famille de la justice malienne réunie pour une session de quelques jours, c'est là dans le cadre du programme d'appui à la justice au Mali, PAGM2. Cette session de formation initiée par l'Ordre des avocats et l'Institut national de formation judiciaire, Maître Demba Diallo, regroupe l'ensemble des acteurs de la justice, avocats, magistrats, greffiers et officiers de police judiciaire, autour de la thématique droit de la défense et communication des dossiers de la procédure pénale. Pour la première fois, magistrats, avocats, greffiers d'instruction, OPJ de notre justice vont se retrouver ici, à l'Institut national de formation judiciaire, Maître Demba Diallo, pour discuter pendant 3 jours de la question centrale de l'accès des avocats au dossier de procédure. Nous allons examiner et analyser les textes qui encadrent la communication et ou la mise à la disposition de l'avocat de la procédure pénale. L'instauration de ces cadres d'échange offre l'opportunité aux différents acteurs concernés de prendre la mesure du contenu et de la portée du droit à un procès équitable et respectueux des droits fondamentaux, induisant le respect des droits de la défense à travers notamment la communication des dossiers de procédure et le respect du contradictoire. Chers membres de la famille judiciaire, mettons de côté nos égos. Aucun besoin de se regarder en chien de faïence, car nous n'exerçons pas que de simples professions, mais des sacerdoces, où seuls le droit et les bonnes pratiques doivent être magnifiés. Il nous faut donc instituer des cadres de dialogue, à l'instar de cet atelier de formation qui, je l'espère, pourra se répéter. Au-delà de son importance sur le plan académique, la session de formation renvoie à la réflexion pour la mise en place d'un cadre pérenne entre tous les acteurs. D'où la motivation de l'Union européenne qui a financé la formation à travers le PAGM2. Tous les experts formateurs, caractérisés à la fois par la grande diversité des métiers et des provenances, et par une même volonté de faire de ce projet un succès. Par l'organisation de cet important atelier, l'Institut national de formation judiciaire Maître Demba Diallo et les barreaux maliens viennent d'indiquer la voie à suivre quant à la nécessité des rencontres favorisant les dialogues interprofessionnels permettant de mener une réflexion partagée sur les difficultés que les différentes corporations rencontrent et les solutions envisageables pour y remédier. Nous n'avons pas le choix que d'aller ensemble pour atteindre cet objectif de transformation positive de notre justice conformément aux aspirations de nos concitoyens et aux orientations éclairées du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta. La session de 3 jours sera animée par d'éminents experts du domaine, à savoir les bâtonniers Sédou Koulibaly du Mali, Yaye Moukaïla du Niger, Maître René Orobaï de la Belgique, Maître Prosper Farama du Burkina Faso et Amadouba, magistrat à la retraite. Ouverture ce matin au CICB de la session inaugurale du comité de pilotage de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Le coup d'envoi des travaux a été donné par le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. Reportage, Nouroum Sissoko. Cette session inaugurale du comité de pilotage de la stratégie nationale de lutte contre la corruption consacre le démarrage des activités du plan d'action 2023-2024 de la dite stratégie. Les membres du comité de pilotage se préparent pour mieux réussir leur mission. La présente session inaugurale constitue une occasion pour les membres du comité de pilotage stratégique de s'approprier davantage, d'une part, de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action, ainsi que du dispositif institutionnel de pilotage, et d'autre part, de valider le plan de travail annuel pour 2024.
L'adoption du document de stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action 2023-2027 est une recommandation des Assises nationales de la refondation. Le gouvernement de transition compte en faire une priorité pour instaurer une lutte efficace contre la corruption et l'impunité. Le comité de pilotage stratégique se situe entre le comité d'orientation placé auprès de l'autorité directe du Premier ministre et le secrétariat permanent rattaché au ministère de la refondation de l'État. Son positionnement et sa mission fondent, lui, l'organe pivot de mise en œuvre du plan d'action 2023-2027 de la stratégie en question. Les organisations de la société civile ont apprécié à sa juste valeur la vision retenue dans cette stratégie qui donne la responsabilité aux citoyens de refuser et de combattre la corruption au Mali à l'horizon 2032. Selon le ministre de la refondation de l'État, la mise en orbite de ce comité de pilotage marque toute la détermination des autorités de la transition d'accélérer la marche de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, un maillon du processus de refondation de l'État. La présidence apporte son soutien à certains lycées de Bamako. Elle vient d'offrir des centaines de cartons de craie aux ordres d'enseignement secondaire de la rive droite. Cette opération s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Les détails avec Sokona Kamisoko. Aucun pays ne peut se développer sans une éducation de qualité. On ne peut pas parler de qualité tant que les conditions d'apprentissage ne sont pas réunies. C'est pourquoi le président de la transition, chef de l'État, à travers ses œuvres sociales, a voulu apporter sa contribution afin de renforcer les capacités didactiques des enseignants des lycées bénéficiaires. Le président de la transition, à travers ses œuvres sociales, a vu son engagement, a voulu acheter de la craie à l'UMAV pour pouvoir donner ces craies-là à l'école malienne, pour que l'UMAV puisse survivre, parce qu'on a vu ces derniers temps, ça n'allait pas beaucoup, ils étaient en mévente. Le président a jugé nécessaire de les aider dans le cadre de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap qui est le 3 décembre. Pour la directrice de l'Académie Rive Droite, cette donation vient appuyer d'autres actions menées par la présidence. Hier, c'était des rénovations, c'était des constructions de classes avec son excellence. Aujourd'hui, il s'agit d'un don de 140 cartons de craie, dont 120 cartons de craie blanche pour 20 cartons de craie de couleur. Le parcours scolaire, c'est une série d'étapes. L'étape où nous sommes, c'est celle de vous donner symboliquement les instruments qui vont vous servir à arriver au point où la nation veut que vous arriviez, c'est-à-dire à réussir vos études et à être les futures ressources humaines solides sur lesquelles le Mali se bâtira solidement. Agibou Damele, conseiller spécial du président de la transition, a invité tous les acteurs de l'éducation, les parents d'élèves à s'investir davantage car l'avenir d'une nation se prépare avec l'école. Près de 200 professeurs de physique de 7 nationalités participent au 5e congrès de la Société ouest-africaine de physique. Ici à Bamako, ils vont échanger pendant 5 jours autour de la thématique sciences physiques, développement durable, sécurité et paix et d'autres thématiques en lien avec la discipline. Fademba Keita. La physique fondamentale et discipline connexe, sciences physiques et santé, sciences physiques, enjeux énergétiques et environnementaux, climat, eau et agriculture, innovation technologique et développement industriel, paix et sécurité sont les 6 thématiques qui seront présentées en plénière par des physiciens experts. La physique, qui est la branche de la science dont l'objet est l'étude, l'explication et les applications des forces fondamentales de la nature et des propriétés et mouvements de la matière-énergie dans l'espace-temps. C'est une science que nous devons posséder le mieux possible afin de pouvoir au maximum avoir le développement que nous souhaitons. Parler de physique dans l'absolu, ça ne suffit pas. Il faut aussi tenir compte de ce qui nous entoure, notamment le problème de la paix,
et autres sont des points importants à aborder. Vulgariser les grandes théories de la physique, contribuer au développement de la physique et disciplines connexes, concevoir des outils didactiques pour l'enseignement sont entre autres missions de la Société ouest-africaine de physique SOAFIS. La création d'une société savante comme la SOAFIS répond à un souci majeur des scientifiques de la sous-région. Elle contribue ainsi à l'amélioration de la qualité de l'enseignement de la physique dans notre sous-région et permet à nos enseignants-chercheurs d'occuper pleinement leur place dans les efforts de développement de nos pays respectifs. Les GPS ou GLONASS chez les Russes ne sauraient exister sans la théorie de la relativité d'Einstein en physique. Les sciences physiques constituent un des leviers des progrès scientifiques et technologiques. C'est pourquoi une telle activité de grande envergure doit être fortement encouragée pour permettre aux chercheurs que vous êtes d'affirmer et de vous affirmer dans la communauté scientifique à travers vos résultats qui sont susceptibles d'être publiés dans les revues internationales. Sont aussi prévus au cours de ce 5e congrès de la Société ouest-africaine de physique SOAFIS les réunions statutaires et l'Assemblée générale, des sessions parallèles en communication orale, des posters et des expositions d'innovation scientifique. Signature de convention pour la reprise des activités du Centre de formation professionnelle de Tamabaora de Kenyeba. Les activités du dit centre sont aux arrêts depuis 3 ans. L'accord est signé entre le Conseil régional de Caille, la Direction nationale de la formation professionnelle et le projet FEMA pour 5 ans. Reportage Youssouf Diakité. Une bonne nouvelle pour les partenaires du Centre de formation professionnelle de Kenyeba en première région. Arrêtées depuis près de 3 ans, les activités du CFR Kenyeba reprennent avec cette signature tripartite. Conseil régional de Caille, Direction nationale de la formation professionnelle et le projet FEMA, avec l'appui financier des Affaires mondiales du Canada. Ce qui nous intéresse le plus, c'est notre composante dite économique, qui vise à améliorer les opportunités économique, sécuritaire pour les femmes et les adolescents et adolescentes dans les communautés minières artisanales. Le Centre de formation professionnelle de Tamabaora est une réponse claire et adaptée pour créer de l'emploi et lutter contre la pauvreté. Sa particularité provient de son offre de formation très adaptée à la région de Caille, c'est-à-dire des programmes spécifiques, notamment la construction métallique, l'électricité photovoltaïque, la transformation des produits agricoles, la restauration, la mécanique auto, j'en passe. Le secrétaire général du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle précise que cette date restera mémorable qui consacre la reprise effective des activités du Centre de formation professionnelle de Kenyeba. Madame le ministre a donné des instructions dans le sens de la dynamisation de ce centre. C'est ainsi qu'avec le soutien du Conseil régional de Caille, avec le soutien des partenaires canadiens, ce centre va ouvrir ses portes. Ensemble, les 3 structures signataires s'engagent pour la pérennisation des activités du centre, quels que soient les obstacles. En 3e région, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a présidé l'ouverture de l'atelier sur l'état de mise en œuvre du plan d'action 2018-2022 de la politique nationale de l'intégration africaine. Une session qui se tient en prélude à la journée internationale des migrants compte rendu Moustapha Doumbia et Amadou Dolo. Le bilan de la mise en œuvre du plan d'action 2018-2022 de la politique nationale en matière d'intégration africaine est l'un des principaux objectifs de cet atelier organisé par le ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Une rencontre de 2 jours initiée en prélude à la journée internationale des migrants prévue vendredi prochain. Le choix de la région de Sikasso pour abriter l'atelier n'est point fortuit. Il se justifie par l'image qu'elle donne d'une région de brassage et d'intégration des cultures et des peuples. Cette image est aussi celle d'un carrefour, voire d'une région frontalière, avec 2 pays voisins du Mali.
Cette image est également celle du triangle du balafon qui résonne dans les cœurs et dépasse les frontières imposées aux communautés de peuples jadis unis. La politique nationale en matière d'intégration africaine a été adoptée en 2018. Son plan d'action 2018-2022 mérite d'être évalué afin d'identifier les difficultés, proposer des perspectives et dégager des stratégies de financement. La vision malienne est celle d'une Afrique sans frontières, politiquement unie. Cette vision repose sur 4 axes stratégiques qui sont les politiques publiques, l'intégration économique et l'environnement des affaires, les politiques socio-culturelles, à savoir l'éducation, la santé, la jeunesse, le genre, le sport, l'art et la culture, et enfin la communication autour des objectifs et programmes de l'intégration africaine. Avant l'ouverture de l'atelier, le ministre Moussa Ag Atayer a présidé la réunion des cabinets délocalisés pour la première fois dans une région. Un conseil des cabinets précédé de la montée des couleurs au gouvernorat. La délégation ministérielle a aussi rendu visite aux notabilités. Toujours à l'intérieur du pays, cérémonie de montée du drapeau national au gouvernorat de Kidal. Le général de division Elad Agamou, après avoir pris les rênes du gouvernorat, vient d'initier cet exercice. Un acte de patriotisme et de citoyenneté. Reportage Benoko Fofana, Sidi Elmedi Ag Albaka et Tayeb Adjaouyakoui. Vert, or et rouge, le drapeau national flotte sur le toit du gouvernorat de Kidal. Une première au gouvernorat de Kidal après une décennie d'occupation des lieux par les ennemis de la nation. C'est une montée de couleur qui va d'ailleurs continuer chaque lundi, Inch'Allah. Ça montre que d'abord la présence de l'État et puis l'appartenance aussi à la République du Mali. C'est un signal fort de la présence de toute l'administration et les services sociaux de base. Donc je demande à tous les chefs de service, à tout le monde, de mettre ces drapeaux sur tous leurs services. Cette cérémonie a été mise à profit par le gouverneur pour renouveler son invitation à la population kidaloise à regagner leurs domiciles respectifs afin d'amorcer les projets de développement. Je renouvelle toujours l'appel à toute la population de la région de Kidal de revenir chez eux, dans leur maison, dans leur pays, la République du Mali, le souhait de haute autorité de notre pays. Voilà, donc je crois que les conditions, Inch'Allah, seront mises en place de sécurisation de toute la population de la région de Kidal et leurs biens. Partant de ce premier exercice, le gouverneur instaure désormais à Kidal la montée du drapeau national sur instruction du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Nous restons à Kidal pour suivre l'ouverture de la cérémonie des travaux de la phase régionale des États généraux de la jeunesse. Sidi Elmedi Ag Albaka, Benoko Fofana et Tayeb Adjaouyakoui. Les États généraux de la jeunesse phase régionale ont débuté ce matin à Kidal sous la présidence du directeur de cabinet du gouverneur de la 8e région. Ce processus est une occasion pour les jeunes de consulter, échanger sur les 6 thématiques mettant les jeunes au cœur de la réflexion. Ce forum de la jeunesse qui se tient à Kidal de façon inclusive, participative et dans le respect de la diversité culturelle et ethnique participe à la construction du Mali courant. L'objectif de ces rassemblements juvéniles est de faire un état des lieux et de proposer des réponses aux défis liés à la jeunesse malienne. Nous remercions Monsieur le ministre de la Jeunesse et de la Reconstruction citoyenne pour cette initiative des États généraux régionaux pour permettre aux jeunes de mettre en exergue toutes les difficultés rencontrées au cours de ces dernières années. Pour le département en charge de la jeunesse, des sports, de l'instruction civique et de la construction citoyenne, l'initiative vise à créer un espace d'échange en vue d'amener les jeunes à participer de façon entière et effective au développement de notre pays. Le chef d'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que dans le cadre du renforcement de la présence et de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, les FAMA ont commencé leur progression vers
Aguelroc ce lundi 18 décembre 2023. Il appelle la population au calme et à la sérénité. Le chef d'état-major général des armées rassure les populations que toutes les dispositions sont prises pour assurer leur sécurité et les invite à suivre les instructions des FAMA. Le programme DGD de Plan Mali vole au secours des personnes déplacées internes, des ménages hôtes et autres personnes vulnérables des communes rurales de Kolongo, Saloba et Sana dans le cercle de Massina. 112 adolescents et jeunes filles viennent de recevoir des ovins, des caprins et autres biens afin de renforcer leur employabilité et leur autonomisation. Le compte rendu de Fousseni Samaki et Karamoko Traoré. Ils sont 112 jeunes adolescents et jeunes filles des communes rurales de Kolongo, Sana et Saloba, déplacés et issus des ménages hôtes, à bénéficier de cet accompagnement multiforme du projet DGD de Plan Mali. Ces bénéficiaires vont recevoir des kits de vivres, de non-vivres, des petits ruminants et du cash transfert pour renforcer leur employabilité et leur autonomisation. D'une valeur de 15 millions, des vivres pour 5 millions de francs CFA. 8 500 000 en cash transfert pour 200 ménages. Pour 200 ménages, pour 150 ménages de PDI et 50 ménages de familles hautes vulnérables. La présente donation de Plan Mali et ses partenaires Alphalog et la coopération belge va contribuer à l'amélioration du cadre de vie des bénéficiaires. Nous avons tout abandonné chez nous. J'ai perdu 6 hectares de riz. Si Plan Mali vient nous assister, on ne peut que le remercier. Nous remercions nos autorités. Cet acte de haute portée, en plus de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de besoin, s'inscrit dans le cadre de la pérennisation de vos multiples interventions en matière de protection, de l'éducation et d'assistance humanitaire. La présente donation vient rallonger la liste des activités menées par Plan Mali dans le cadre de l'assistance aux populations vulnérables du cercle de Massina depuis le début de la crise sécuritaire au Mali. Les membres du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes du Mali sont en conclave à Sikasso pour réfléchir et discuter des compétences de base de la sage-femme, des normes d'éducation, de communiquer sur le code éthique et de déontologie de la profession. C'était à la faveur de leur Assemblée générale statutaire 21e édition. Compte rendu Moussokoro Sirimi Souleymane Bamba. L'Assemblée générale statutaire de l'Ordre des sages-femmes du Mali est un cadre d'échange et d'information sur les grandes orientations de la corporation et des propositions de solutions appropriées aux questions liées à la problématique de la formation initiale des sages-femmes au Mali, thème central de cette 21e édition. Et conscient de son rôle dans la réduction des mortalités maternelles et néonatales, la profession entend tout mettre en œuvre pour réussir les challenges de l'amélioration et de la réglementation de ces compétences de base acquises. Au Mali, selon l'EDS 2018, le taux de mortalité maternelle est estimé à 325 décès pour 100 000 naissances vivantes. Le taux de mortalité néonatale est de 33 pour 1000 naissances vivantes. Le taux de mortalité infantile 53 pour 1000 naissances vivantes. Nous vous assurons que le Conseil national de l'ordre jouera pleinement son rôle. Aussi, nous n'hésiterons pas à partir de cet instant à traduire des membres en conseil de discipline pour tout manquement constaté. Le thème central de cette assemblée souligne l'importance cruciale de renforcer leurs compétences, car chaque geste compte dans la préservation des vies humaines. Pour résorber le déficit de sages-femmes dans nos différentes aires de santé et améliorer l'accès aux services de santé de la reproduction, les partenaires techniques et financiers, le Suède et UNFPA, sont résolument engagés aux côtés de l'État malien. Le Suède a mis en place 323 sages-femmes. Le UNFPA a ajouté 203 sages-femmes cette année, qui s'ajoutent bien sûr aux sages-femmes qui sont déjà là au niveau communautaire et de l'État appuyé à travers les DRS. En plus de la formation initiale des sages-femmes, cette 21e Assemblée générale aborde également les thématiques gestion de la salle d'accouchement, prescription rationnelle et lutte contre la fraude. Des débats et discussions qui doivent aboutir à l'élaboration d'un plan d'action pour qu'aucune femme ne perde la vie en la donnant.
Ici, à Bamako, le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle a remis hier des kits aux artisans et des machines à coudre à certaines associations féminines de Bamako et de Kati. Sokona Kamisoko. Ils sont au total 320 femmes et 50 artisans de Bamako et de la région de Koulikoro, plus précisément de Kati, à bénéficier de ces kits. Il s'agit bien des équipements de menuiserie, de maçonnerie, d'électricité, de saponification et des machines à coudre. Cette donation fait suite à une formation en technique de recherche d'emploi initiée par l'Agence nationale de promotion de l'emploi ANPE. L'APCMM est le département de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle pour l'initiative. Nous avons bénéficié non seulement de la formation, mais également des équipements de production afin que nous puissions développer des activités génératrices de revenus. Vraiment, nous vous disons merci. Les différentes donations destinées à l'installation et à l'insertion attestent éloquemment du dynamisme du partenariat entre l'ANPE, l'APCM et plusieurs associations féminines. L'octroi de ces matériels doit permettre à coup sûr l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires. Le renforcement de l'employabilité à travers la qualification dans les métiers et l'insertion socio-professionnelle sont un engagement fort de nos autorités de la transition afin de réduire le chômage et le sous-emploi dans notre pays. M'adressant aux bénéficiaires des formations, j'ose espérer que les activités génératrices de revenus qu'elles auront à mener leur permettront de s'insérer durablement dans le tissu économique. Ce don de matériel s'inscrit dans le cadre du lancement du programme d'installation et d'insertion des artisanes et artisans de Bamako et de Kati dans plusieurs métiers. La coordination des associations et ONG féminines du Mali, CAFO, en collaboration avec le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, initie une session de formation à l'intention des femmes sur la nouvelle constitution et la loi 052. Compte rendu, Boubacar Kanouti. Les femmes au cœur du Mali croient. Elles sont au total une centaine à participer à cet atelier de formation pour l'appropriation de la constitution du 22 juillet 2023 et la loi sur la promotion du genre dans les fonctions nominatives et sélectives. Une constitution qui donne une place de choix à la femme qui constitue l'épine dorsale de tout processus de développement. Nous avons voulu prendre cette constitution, en plus d'autres instruments juridiques que nous avons, tels que la loi 052, la loi communément appelée la loi 052, qui fait la promotion du genre. Donc, cumuler ces deux documents avec d'autres afin de faire en sorte que les femmes puissent s'en approprier, que les femmes puissent être sensibilisées sur l'importance de leur participation à la gouvernance publique. Aucune question ne sera occultée au cours de ces travaux de 2 jours dont la finalité recherchée est de renforcer la place de la femme dans une société débarrassée de toute violence qui freine leur épanouissement. Ce qui se passe aujourd'hui, que ça cesse. Nous voulons stopper à jamais vraiment les tueries des femmes. La femme, je ne vous le dis pas, elle est sacrée. Au dire des initiateurs de cette tribune d'appropriation, d'autres localités bénéficieront de cette session de formation jusqu'à une large vulgarisation. Le consul général de la République du Mali à Jeddah, au Royaume d'Arabie Saoudite, informe la communauté malienne établie dans la circonscription consulaire que la remise des cartes nationales d'identité biométrique sécurisées a lieu tous les jours, ouvrables de 10h à 14h dans les locaux du consulat général. La remise est faite aux titulaires sur présentation de l'une des pièces suivantes, la carte NINA, la fiche descriptive individuelle, la carte consulaire, la carte d'identité nationale, le permis de conduire, le passeport, la carte professionnelle. Le président de l'Association africaine des services publics d'emploi public ASEP est à Conakry, en Guinée. Ibrahim Agnok participe à l'Assemblée générale extraordinaire de l'organisation. Je vous propose d'écouter un extrait de l'interview qu'il a accordé à nos confrères de la RTJ.
Dans le cadre du mandat Mali, nous avons tenu cette session extraordinaire du Conseil d'administration de l'Association africaine des services d'emploi public qui a validé le plan de travail annuel 2024 et qui a validé également les principes de rehaussement des cotisations par SPE et membres, mais aussi qui a validé les trois grands projets, le BAI, les boulevards africains d'intermédiation, les centres africains de formation de conseil emploi et les programmes des emplois verts. Et aussi qui a acté la candidature de la Côte d'Ivoire pour le Congrès mondial 2025. Il faudrait aussi dire que lors de cette session extraordinaire, un état des lieux de cotisation a été fait et nous avons rappelé à l'ensemble des pays membres de faire des efforts dans le cadre du recouvrement des arriérés. Et le trésorier a fait son rapport qui a été validé également. Je voudrais au passage remercier l'agence guinéenne de promotion d'emploi. Et il faudrait aussi rappeler qu'un point important et non des moindres est l'accord des principes acquis pour la mise en place du secrétariat permanent de la CEP. Désormais, nous aurons un secrétariat permanent qui va être exécutif, qui va être permanent, qui va être opérationnel et qui va décliner l'ensemble de nos activités, de nos opérations, de nos projets et programmes pour la postérité. Ici, au Mali, le parti Arema, Alliance pour la refondation du Mali, a organisé samedi dernier un grand meeting pour célébrer la reprise de Kidal par les FAMA, couplée à l'inauguration du rond-point de Tabakoro, désormais baptisé boulevard Assimi Goïta. Les précisions de Mohamed Sangari. C'est dans une atmosphère cordiale, couronnée par de belles mélodies du terroir, que s'est déroulé ce grand rassemblement de soutien aux FAMA et aux autorités de la transition. Un appel initié par l'Alliance pour la refondation du Mali, AREMA, dont le seul objectif est la refondation du Mali par les autorités actuelles. C'est un meeting pour célébrer la reprise de Kidal par notre vaillante armée, les forces armées du Mali, que je vous prie d'applaudir. Aujourd'hui, nous avons démontré, le président Assimi Goïta et ses compagnons, avec notre armée, ont permis de démontrer qu'effectivement, les Maliens sont déterminés à sauver le Mali. Pour afficher leur engagement pour la refondation du pays, le parti Arema a inauguré le rond-point de Tabakoro qu'il a aménagé dans la commune 6 du district de Bamako. Le boulevard porte désormais le nom du président Assimi Goïta. Les populations du village de Yamana et celui de Tabakoro, à travers la voie de légitimité qui était là, les ronds-points à la limite de Tabakoro et de Yamana, de proposer le nom du soldat de la Renaissance, le colonel Assimi Goïta. L'aménagement de cette voie par les responsables du parti Arema a été fortement salué et apprécié par les populations des quartiers de Tabakoro et de Nyamana. En donnant le nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à ce rond-point, je crois que nous, quand on a dit d'aider la transition, c'est une façon d'aider. La famille du parti Alliance pour la refondation du Mali s'est agrandie au cours de cette cérémonie avec l'adhésion de plusieurs personnalités des quartiers de Tabakoro et de Nyamana. Le ministre de l'Agriculture a présidé la clôture de l'atelier de validation des documents de la politique nationale du Conseil agricole, PNCA, et du système national du Conseil agricole, SNCA. Les 2 jours de travaux ont abouti à un certain nombre de recommandations, compte rendu à Guibou Koulibaly, Adama Kamara. La validation de ces 2 documents, à savoir la politique nationale de conseil agricole PNCA et le système national de conseil agricole SNCA, repose sur la modernisation de l'agriculture familiale et la promotion de l'entreprise agricole. La mise en place d'un tel outil se veut une étape importante dans la modernisation de l'agriculture conformément au texte de la loi d'orientation agricole adoptée en 2006 par le gouvernement de la République du Mali. Ces documents précieux marquent la concrétisation des articles 114 et 115 de la loi d'orientation agricole, dont l'objectif est de garantir la souveraineté alimentaire et faire du secteur agricole le moteur de l'économie nationale en vue d'assurer un bien-être des populations. Pour parvenir à ces résultats, le département de l'agriculture a mis en place un comité de pilotage et organisé plusieurs activités avec l'appui technique et financier de la coopération allemande à travers la GIZ.
Après la validation de ces deux documents, la prochaine étape consistera à son adoption par le gouvernement et son appropriation par l'ensemble des acteurs concernés. Tenu à Caille d'un cadre de concertation sur le recouvrement des cotisations des collectivités territoriales. Le point avec Mouriba Keita. Ce cadre de concertation, organisé par la direction régionale de la Caisse malienne de sécurité sociale de Caille, a pour objectif de recouvrir la totalité des versements des cotisations des fonctionnaires des collectivités territoriales de la Caisse malienne de sécurité sociale sur toute l'étendue de la région. L'actuel régime de la pension qui est en vigueur a apporté une réforme majeure. Le taux de cotisation sociale est assis sous le salaire de base indiciaire ainsi que l'ensemble des primes et indemnités des agents. Donc les 13% pour la part patronale et les 4% pour la part ouvrière, ces taux sont assis sous l'ensemble des salaires bruts industriels ainsi que les primes et indemnités. CAI a effectué déjà un dépassement du taux de recouvrement. Le seuil était à 90%. Aujourd'hui, CAI est plus de 100%. L'année n'est pas encore terminée. Il y a le seul mois de décembre qui reste. Juste pour appeler encore à l'ensemble des partenaires se battre davantage pour que la Caisse de sécurité sociale, tout comme l'INPS, qui paye les pensions et contribue à la prise en charge des quotes-parts de l'assurance maladie obligatoire, qu'on ait des rentrées fréquentes et qu'il n'y ait jamais de retard sur ces paiements-là. Le pourcentage de recouvrement à la date du 30 novembre 2023 s'élève à 91% pour l'ensemble des cotisations, 92% pour les fonctionnaires d'État et 90% pour les fonctionnaires des collectivités. Parlons santé. La lutte s'intensifie autour de la dengue qui sévit dans notre pays. On dénombre plusieurs cas de contamination et des cas de décès. Le ministère de la Santé et ses partenaires montent au créneau pour accentuer la communication pour la lutte contre cette maladie. Une opération de pulvérisation à l'école fondamentale de Torokorobougou donne le ton à une série d'opérations qui va concerner plusieurs établissements du pays. Boubacar Kanouté. La dengue est une infection virale qui se transmet des moustiques aux humains. Depuis l'apparition de cette maladie au Mali, les autorités sanitaires sont à la croisade pour diminuer les risques liés à la dengue qui se caractérise par les céphalées, les courbatures, la nausée, entre autres. L'école publique de Torokorobougou a servi de cadre à une journée de pulvérisation qui vise à stopper la production rapide, les moustiques qui causent la maladie. Depuis septembre 2023, nous avons aujourd'hui 629 cas et 29 décès. Une méthode de lutte passe par la lutte antivectorielle et donc des activités de fumigation seront opérées au niveau de l'ensemble des établissements scolaires. C'est une action en tout cas de grande envergure. Un cadre de vie assaini est l'objectif assigné. Les autorités municipales de la commune 5 adhèrent à cette initiative. Mieux vaut prévenir que guérir. Et on a remarqué que dans les écoles, il y a beaucoup de moustiques. Donc il faut bien commencer par les enfants, les protéger et avoir un environnement sain. En dehors des écoles, les coins et recoins qui favorisent la multiplication rapide, les moustiques seront à leur tour pulvérisés au bonheur des populations. Focus Santé s'intéresse ce soir à l'insuffisance rénale aiguë et chronique. La prise en charge à temps de la première forme de la maladie peut éviter l'insuffisance rénale chronique qui demande la dialyse. Les infections, l'automédication, l'hypertension et le diabète sont entre autres facteurs de l'insuffisance rénale aiguë et chronique. Pour bien comprendre les formes de cette maladie, suivons ce reportage de Koumba Sissé et Gaussou Achtouré. Les reins ont une fonction de filtration du sang et de production d'urine. Ils les régulent aussi la quantité d'eau et du sel dans le corps. S'ils sont brutalement atteints, on parle d'insuffisance rénale aiguë. Elle se manifeste entre autres par la diminution des urines, la fatigue générale et parfois la présence de sang dans les urines. Les causes de cette maladie sont nombreuses. On a beaucoup de cas d'insuffisance rénale aiguë suite au sepsis, aux infections. On a en obstétrique et en gynéco des cas d'insuffisance rénale aiguë post-grossesse liés soit à la prééclampsie ou bien à l'HRP, hématome rétroplacentaire. On a d'autres causes d'insuffisance rénale aiguë telles que l'automédication, les causes d'origine médicamenteuse sur la radiothérapie. Il y a des maladies dont on ne cherche pas.
l'hypertension artérielle et le diabète. C'est des maladies souvent familiales. Maintenant, du point de vue comportemental personnel, il faut vraiment avoir un bon régime hygiéno-diététique. Ça veut dire quoi? Consommer peu de sel, faire les sports et diagnostiquer les pathologies. C'est-à-dire consulter rapidement les professionnels de la santé pour vraiment éviter l'évolution de certaines maladies qu'on peut éviter. La prise en charge des maladies rénales dépend du niveau de diagnostic de la maladie. Il y a des insuffisances rénales aiguës. Quand on traite la cause, donc on peut avoir un résultat. On n'a pas forcément besoin d'aller à l'épuration extra-rénale qu'on appelle communément la dialyse. Donc ce n'est pas la dialyse qui est forcément indiquée en cas d'insuffisance rénale aiguë. Si c'est une patiente qui, au cours de l'accouchement, a eu à faire une insuffisance rénale aiguë parce qu'elle a beaucoup saigné, quand on fait une prise en charge rapide en apportant une quantité assez importante de sang, en faisant la prise en charge des troubles hydroélectrolytiques et des troubles métaboliques, donc on peut avoir gain de cause. Maintenant, la prise en charge est multidisciplinaire souvent. Si l'insuffisance rénale aiguë n'est pas prise en charge à temps, cela peut aboutir à l'insuffisance rénale chronique. À cette dernière phase, les indicateurs montrent que les reins ne fonctionnent plus. Si l'insuffisance rénale aiguë n'est pas bien prise en charge, il y a un grand risque pour que vraiment ce patient, qu'on pouvait sauver la vie en lui faisant éviter la dialyse définitive, peut se retrouver dans un tableau d'insuffisance rénale chronique qui va nécessiter la dialyse chronique pour toujours. La dialyse proprement dite est une étape qui permet d'enlever les toxines dans le sang du patient. Ça consiste à brancher le patient à un générateur qu'on appelle la machine de dialyse qui contient un rein artificiel. Donc le patient est connecté à ce rein-là par des lignes qu'on appelle les lignes artério-veineuses. Donc le sang du patient va être en contact avec un bain de dialyse qui contient les éléments dont le patient a besoin. Maintenant, il va se passer un échange, une sorte de diffusion entre le sang du patient et ce bain de dialyse. Ça va consister à extraire aussi l'excès d'eau qui se trouve dans le corps du patient. Modibo Keita est traité par dialyse depuis quelques temps. Il s'est dit beaucoup soulagé après sa séance qui dure 4 heures. Depuis que je suis venu ici pour ma dialyse, je me sens de mieux en mieux. Je ne souffre plus des petits malaises que je sentais avant. L'insuffisance rénale chronique, qui est la forme sévère de la maladie, apparaît lentement. Le plus souvent, elle est liée au diabète et à l'hypertension artérielle. À ce niveau, les reins cessent progressivement de fonctionner et les toxines s'accumulent dans le sang, d'où la nécessité de mettre le patient sous dialyse. La direction générale de l'ORTM vous informe que la diffusion de l'émission Malikoura Taasira, initialement prévue pour ce lundi, a été repoussée. 11 morts, plusieurs disparus et 20 rescapés, tel est le bilan triste du chavirement d'une pirogue à Séléngué ce vendredi. Pour plus de détails, suivons ce reportage de Jafar Aïdara et d'Ibril Barayoko. C'est au large du fleuve Sankarani à Séléngué ce vendredi, aux environs de 19h40, qu'une pirogue transportant une quarantaine de personnes a heurté un arbre sous l'eau, faisant 11 morts, des disparus et une vingtaine de rescapés. Dès l'annonce de la nouvelle, une mission conduite par le directeur de cabinet du gouverneur de Bougouni s'est rendue à Séléngué pour apporter assistance aux familles des victimes. Nous sommes là au nom des plus hautes autorités pour présenter les condoléances les plus attristées aux familles endeuillées suite au chavirement d'une pirogue, chavirement ayant occasionné la mort de 11 personnes, majoritairement des femmes et des enfants. C'est un événement tragique. Selon les informations de la brigade, ce sont des troncs d'arbres qui sont en dessous de l'eau. Bon, une fois que l'eau tarisse un peu, donc ce sont ces troncs d'arbres qui sont la cause de l'accident. Au cours de cette mission, la délégation a rencontré les communautés. Les échanges ont porté sur la prudence, les mesures à prendre pour que ce genre de malheur ne se reproduise plus. Les communautés, au retour, ont demandé aux autorités de déguerpir les dragues qui sont à l'origine de ce drame, avant de saluer le courage du pêcheur Nadjo d'avoir sauvé la vie d'une vingtaine de personnes. Là, toutes nos condoléances aux familles des disparus et au prompt rétablissement
aux blessés. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain 20h, Inch'Allah.